Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'étaient elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment. Alors soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo. Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Aujourd'hui, un épisode légèrement différent. Alors, je reçois une jeune femme née sur le territoire. Elle est née en Dordogne, à Thiviers, donc à quelques kilomètres d'ici. Une femme qui a su prendre un chemin original, atypique, en tout cas son chemin. Alors Chloé est chef d'orchestre. Nommée par le ministère de la Culture, directrice artistique et musicale de l'ensemble instrumental de la Mayenne. Alors dans cet épisode, je souhaite mettre en lumière un parcours brillant d'une femme née sur un territoire dit rural. Montrer que l'on peut réussir et trouver un chemin différent de celui que la société voudrait que l'on prenne lorsque l'on vit ici en campagne. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et de qui est composée ta famille ? Tout à fait. Donc qui je suis ? Chloé Mézy, chef d'orchestre. Je suis issue d'une famille qui est enracinée dans ce territoire du Nord Dordogne. Donc un papa et une maman musiciens, eux-mêmes enfants de musiciens, grands-parents enfants de musiciens. Donc je suis également issue d'une famille de musiciennes et de musiciens amateurs. Tout le monde, mon frère, mon papa, ma maman, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes grands-parents, tout le monde fait de la musique, mais en amateur. Donc je dirais que je suis la seule, mais j'ai plutôt envie de dire la première professionnelle de la famille, puisque maintenant mes neveux et mes nièces font également de la musique. D'accord. Et puis ce que je dirais en complément pour me présenter, c'est que je suis issue d'une famille également d'entrepreneurs. Donc mon frère a une entreprise de bois, menuiserie, charpente, couverture à Thiviers. C'est une entreprise familiale qui lui a été transmise très récemment par mon père. Cette entreprise, mon père l'a reçue de son propre père, mon grand-père, mais elle a également été construite par mon arrière-grand-père. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire en supplément pour me présenter ? Que je suis quelqu'un de très passionné et enthousiaste. Dis donc que la famille, c'est quelque chose d'important chez vous. Oui, c'est très important. Et très honnêtement, je pense que si je dois faire le petit bilan, ou si je dois regarder dans le rétroviseur de ce que je suis, je dirais que cette famille de musiciens amateurs et d'entrepreneurs, en fait, définissent à eux tout seuls le résultat, en fait, de ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc, tu es née à Thiviers. Aujourd'hui, tu vis ? Alors, je vis entre Limoges et Paris. Dans le train ? Dans le train, avec mon sac à dos et le nécessaire. J'aimerais pour commencer que tu nous parles de ton enfance. C'est comment de vivre à la campagne quand on est une jeune enfant et quand on est un début d'adolescence peut-être ? Alors la première chose à laquelle je pense, c'est que j'ai eu une enfance très 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 heureuse. Je me rends compte après coup à quel point on peut être libre, c'est-à-dire tous ces moments, parce qu'on est dans un village ou du moins dans une petite ville, toutes ces choses que les parents nous laissent faire tout seuls. C'est-à-dire aller de l'école jusque chez ma grand-mère, aller de chez ma grand-mère jusqu'à la maison familiale. Moi, j'ai vraiment des souvenirs d'une enfance très, très, très heureuse ici. Ce que je pourrais dire également sur cette enfance, j'ai grandi à Thiviers, maternelle, primaire, collège. J'ai commencé la musique... J'allais dire tardivement, alors peut-être qu'aux auditeurs, ça paraîtra pas tard, mais en tout cas, pour ma famille, c'était tard. C'est-à-dire que une des premières questions qu'on m'avait posées, c'était non pas « Chloé, souhaites-tu faire de la musique ?» mais « Chloé, quel instrument vas-tu choisir ?»
Donc, tous mes cousins avaient déjà choisi un instrument et moi, je continuais dans mon coin à dire non, en fait, je ne ferai pas de musique. Ça ne m'intéresse pas. Je ne savais pas, mais je pense que c'était juste pour le plaisir de dire non, en fait. De contredire. Voilà, tout à fait. Le plaisir de dire non, ça ne m'intéresse pas. Et finalement, quand je me suis retrouvée toute seule, alors qu'eux allaient déjà à l'orchestre, eux allaient déjà à l'école de musique, finalement, j'ai choisi un instrument. Et finalement, cet instrument, quand je l'ai découvert... c'est devenu un peu tout mon univers. Donc assez rapidement, j'ai émis le souhait d'avoir un parcours professionnel autour de la musique. C'était pas très précis, mais je savais que la musique, ça allait être mon métier. Là, je suis collégienne à ce moment-là. Ah, déjà. Exactement. Et c'est quel instrument ? Mon premier instrument, c'est le saxophone. D'accord. Il est beau, il est brillant, le son est magique. J'adore mon instrument. Et tu dis le premier Oui, parce qu'après, j'ai fait d'autres instruments juste là pour le fun, pour le plaisir de comprendre un peu comment ça fonctionne. J'ai fait du basson, j'ai fait du trombone, j'ai fait de la contrebasse, j'ai fait de l'alto. Depuis peu aussi, je travaille la voix parce que je m'intéresse à l'opéra. Donc voilà, j'étudie, je continue et je continuerai à étudier plein d'autres instruments, mais mon premier, le seul, l'unique, le grand amour de ma vie, mon instrument, c'est le saxophone. Et comme j'ai ce désir assez tôt en moi de faire de la musique professionnellement, mes parents en fait sont assez lucides sur le fait que je ne dois pas rester sur le territoire parce qu'il n'y a pas les infrastructures pour pouvoir continuer à étudier. D'une manière professionnelle. Exactement. Mais là, tu es déjà au collège. Mm-hmm. Donc si je reviens, vivre ton enfance en ruralité, c'est la liberté. C'est la liberté, tout à fait. La liberté, la joie, j'adore ces moments de réunion familiale où il y a aussi beaucoup de musique. Je fais très rapidement de l'orchestre. D'ailleurs, je pourrais dire que je suis née dans l'orchestre puisque mes parents se sont rencontrés à l'âge de 13 ans dans un orchestre d'harmonie. C'est dingue, c'est dingue. Et puis, moi-même, je crois que j'avais à peine commencé mon instrument que j'étais déjà dans un orchestre. C'est une chouette enfance. Ok. Donc là, on revient collège. Ouais. Tu te dis, je voudrais faire de la musique, mais d'une manière plus professionnelle. Tes parents sont conscients que ça va être compliqué si tu restes sur le territoire. Et donc, je suis envoyée à 13 ans au Conservatoire de Limoges. Ce qui est une lourde décision. Oui, 13 ans, tu as des jeune. enfants, donc tu peux te projeter. À 13 ans, je me retrouve du coup en appartement. Je découvre que la pizza au micro-ondes, ça ne marche pas. Mais en appartement, mais pas seul quand même. Ah ben si, bien sûr. Ma scolarité, à partir de ce moment-là, elle est vraiment très différente d'autres enfants. Elle se rapprocherait plutôt des enfants ou des adolescents qui sont en sport-études. Oui. C'est-à-dire que j'ai une journée jusqu'à 17h ou 18h où je suis à l'école. Et à partir de 18h jusqu'à 22h commence une autre journée. Donc, une autre journée au conservatoire, ce qui signifie en fait que c'était pas possible d'être à l'internat et de demander à rentrer à 22h30 ou 23h. Oui, d'une manière très pragmatique. En fait, ça c'était impossible. Du coup, en étant au conservatoire de Limoges, j'habite un appartement qui est juste à côté du conservatoire. Et qui me permet du coup de faire ces doubles journées. Mais effectivement, ça veut dire aussi être autonome sur plein d'autres sujets, notamment celui de l'organisation, enfin je veux dire le lever, il n'y avait personne pour me réveiller le matin, c'est mon réveil, moi-même. Il faut pouvoir prendre le bus pour aller à l'établissement scolaire, suivre les cours en journée. Il faut, faut se débrouiller, tout simplement. Il faut faire son repas le soir. Alors, il y a eu quelques catastrophes culinaires, j'en conviens. Donc, la pizza au micro-ondes ? La pizza au micro-ondes, j'ai compris à ce moment-là que ça ne fonctionnait pas. Écoute, j'ai survécu, je m'en suis sortie. Oui, tu es saine et sauve. Enfin, en tout cas, tu as l'air en bonne santé. Tout à fait. Mais tu devais quand même avoir une sacrée maturité quand même à cet âge-là pour que tes parents décident de... Alors, je sais pas. Je crois qu'on a tous fait un pacte de confiance sans se l'être dit de façon orale. Je crois que ça avait à l'époque créé beaucoup de soucis dans l'entourage familial où beaucoup avaient considéré mes parents comme des gens inconscients, que ça allait être absolument n'importe quoi, que ça allait être une catastrophe et que j'allais finir 13 ans, sous les ponts. T'étais en quelle classe au collège ? C'est quoi ? C'était 4e ? Ouais, 4e, 3e. À ce moment-là, on décide effectivement de ce parcours. Moi, j'aimais le souhait. Alors, ce qui a été fantastique chez mes parents, c'est que du coup, ils ont entendu le souhait et on a mis tout ce qu'il faut en place pour que ça se réalise.
Il n'y a pas eu de bâton mis dans les roues. Alors, il faudrait peut-être que je précise une chose, c'est que mon père lui-même aurait souhaité avoir une carrière musicale. D'accord. Il avait fait son service militaire à l'orchestre de l'armée de l'air à Bordeaux. Et finalement, il n'a pas eu vraiment le choix. C'est-à-dire que ses propres parents lui avaient dit, écoute, tu rentres et puis de toute façon, tu viens travailler à l'entreprise familiale. Ouais. Alors, je suis absolument convaincue qu'il a adoré son métier. Je peux le mettre à l'imparfait parce qu'il est à la retraite depuis pas très longtemps. Si on lui pose la question, je ne voudrais pas parler pour lui, mais je suis absolument convaincue qu'il a adoré son métier. Ceci étant, si on revenait 40 ans en arrière, peut-être qu'il aurait fait des choix professionnels différents, s'il en avait eu l'opportunité. Ce qui, finalement, l'a motivé à te driver dans ce sens. Ouais, à me soutenir complètement. Mais tu vois, c'est ce que je pourrais rajouter sur cette enfance, c'est que mes parents ont été... J'ai plutôt reçu une éducation... je dirais un peu strict quand même, mais mes parents ont toujours été extrêmement encourageants. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, je pourrais même rajouter que dans le côté encourageant, j'ai eu une éducation qui était absolument non genrée. Mon frère a choisi d'être dans le BTP, il aurait pu très bien être musicien professionnel. Et je pense que si l'inverse avait été vrai, c'est-à-dire si moi j'avais eu envie de reprendre l'entreprise familiale et lui de devenir musicien professionnel, j'aurais eu le même soutien que j'en ai eu pour devenir musicienne professionnelle. Si j'avais eu envie de devenir, je ne sais pas, mécanicienne auto, architecte ou... C'était OK pour tes parents. Aventurière aux confins de l'univers. T'es un peu une aventurière en prenant le train Limoges-Paris toutes les semaines. En tout cas, il y a cette idée que, d'une part, en recevant ces encouragements, je ne fais pas à ce moment-là la différence entre être un homme et être une femme. Oui. C'est-à-dire que pour moi, tout est possible. Donc, c'est pas de pensée limitante. Non, pas de pensée limitante. En tout cas, pas en provenance de ma famille. Oui. Ça, c'est une évidence. Oui. Pas de pensée limitante, beaucoup d'encouragement. Je crois vraiment qu'à ce moment-là, en fait, pendant très longtemps, j'ai pas eu conscience d'être une femme. On me renvoyait pas, en tout cas dans ma cellule familiale, qu'il pouvait y avoir des métiers plus adéquats pour des femmes, par exemple le soin, ou des métiers plus adéquats pour des hommes, et là, les fonctions de cadre, par exemple. Ah oui. Je pense on peut dire que voilà, on a compris. Chloé, donc, est chef d'orchestre. D'ailleurs, je suis en train de me dire, donc, tu commences des instruments. Mm-hmm. Comment, à un moment donné, alors, donc, tu aurais pu faire une carrière uniquement en tant que musicienne? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis, tiens, je vais être chef d'orchestre? Alors, il y a plein de choses, et c'est pour ça peut-être qu'en introduction, je rajoutais le côté entrepreneur qui existe dans la famille. J'ai pas eu conscience à quel point ça avait modelé mon esprit, mais je m'en rends compte maintenant. Ouais. Donc, j'arrive au conservatoire de Limoges à partir de l'âge de 13 ou 14 ans. Et là, la première belle rencontre que je la fais avec ma professeure de saxophone qui s'appelle Françoise Chapelle, qui est toujours en poste au conservatoire de Limoges. Et c'est la première personne qui me dit « Écoute Chloé, si tu souhaites devenir musicienne professionnelle, si tu souhaites faire du saxophone ta vie professionnelle, quand même réfléchis-y à 2 fois. » Parce que la situation du marché du travail, c'est quand on est saxophoniste, c'est principalement de l'enseignement. D'accord. Principalement. Exactement, puisqu'il n'y a pas de poste dans les orchestres symphoniques en tant que saxophoniste professionnel. Et donc, elle m'invite à réfléchir à mon projet professionnel parce que si je souhaite devenir enseignante, soit elle m'aidera à m'accomplir tout court. Mais la façon dont je reçois son message à ce moment-là, c'est extrêmement violent. Parce que, encore une fois, mon instrument, c'est tout mon univers. Oui, je veux dire, ça brise un peu tes rêves, non ? Je me dis, mais surtout, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Si je ne fais pas de saxophone, qu'est-ce que je vais faire ? Et finalement, elle m'a incitée à être très curieuse. La musique, ça ne se résume pas seulement à mon instrument. Donc, à partir de ce moment-là, mon autre désir, c'était d'être plutôt dans l'érudition, dans la musicologie. Donc, à côté de ce parcours en tant qu'instrumentiste, tu vois, par exemple, au Conservatoire de Limoges, j'ai fait les classes d'érudition en écriture, en analyse, en histoire. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement ? Et puis la musicologie aussi, ça m'intéresse. Tout à fait. Donc, quand on est un jeune musicien au conservatoire, on a son cours d'instrument en face-à-face pédagogique. On a en principe un cours de formation musicale, où on va dire que c'est une sorte de cours de français pour l'équivalent, voilà.
pour l'équivalent à l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'à cet endroit, on travaille notre oreille, on commence à chanter, on a des clés sur l'histoire de la musique, les compositeurs. C'est quelque chose d'extrêmement global et de très formateur. Ça nous permet de lire une partition, ça nous permet aussi de développer des idées sur la musique, ça nous permet aussi de comprendre le flux de courants musicaux, de compositeurs, comment ils se sont mutuellement inspirés, comment par exemple un Debussy se construit à l'inverse de Wagner, dont il voulait surtout pas épouser le langage musical. Donc c'est très important. Et puis à côté de ça, on a aussi le cours de musique de chambre qui nous permet d'être en petit groupe. De musique de chambre. Exactement, musique de chambre. On peut faire aussi de l'orchestre. Et puis, quand on arrive plutôt en fin de parcours au conservatoire, quand on estime qu'on a emmagasiné assez de connaissances, on peut accéder aux classes d'érudition. Les classes d'écriture, ce sont des classes où on manie en fait l'écriture musicale. Ce sont des classes de composition. On étudie comment Schubert a écrit sa musique, comment Brahms a écrit sa musique. On nous invite à écrire dans le style d'eux. D'accord. Et puis éventuellement aussi à développer un propre langage musical. Les classes d'analyse, on pourrait dire que c'est les classes de géométrie et de mathématiques de la musique. Donc là, on comprend véritablement comment un compositeur conçoit l'œuvre, comment il a structuré son œuvre, comment il a écrit. On va un peu dans la mathématique, la grammaire, la syntaxe de la musique. Et puis l'histoire de la musique, c'est comme un cours d'histoire, tout simplement, où on apprend les esthétiques, les écoles nationales, les groupes de compositeurs. Donc c'est quelque chose qui est absolument passionnant. Oui, c'est riche. Qu'est-ce que tu préférais ? C'est une excellente question. Alors, j'ai été jusqu'au bout, donc j'ai passé mes prix de conservatoire en analyse et en histoire, et j'ai eu une joie infinie à être dans ces matières-là. En histoire, j'avais travaillé sur la musique, je dirais plutôt ancienne. Donc, j'ai fait un mémoire sur des madrigaux. Donc, c'est un style musical du XVIe et du XVIIe siècle. Et en histoire de la musique, j'avais travaillé sur un sujet qui est plus tard devenu mon mémoire de recherche et une ébauche pour ma thèse de doctorat. Donc, j'ai travaillé sur les compositeurs français de la première moitié du XXe siècle qui s'étaient inspirés du jazz pour créer un langage qu'on considère un langage de musique savante occidentale de la première moitié du XXe siècle. Donc là, il y a ces éléments-là. Et puis justement, comme ma professeure de conservatoire m'avait dit « sois curieuse », j'avais commencé, juste après mon bac, un cursus en musicologie. Je ne savais pas que j'irais jusqu'au bout, en fait. C'était une grande surprise. Donc une licence de musique et musicologie à Paris 4 Sorbonne, un master de recherche à l'Université de Tours et une thèse de doctorat à l'Université de Tours. Le sujet de ma thèse, c'était l'évolution des formats orchestraux dans le jazz contemporain français. Donc tu vois, il y a déjà la notion d'orchestre aussi. D'accord. Qui est toujours apparue en filigrane tout au long de mon parcours de musicienne. Maintenant, quand tu y réfléchis, effectivement, ouais, et tu retraces tout ça. En fait, fabriquer la matière sonore, les timbres, la richesse des timbres, la façon dont on peut travailler sur les reliefs, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et tu vois, à ce moment-là, je suis absolument persuadée que je vais devenir enseignant-chercheur pour l'université française. J'ai une question qui me vient là. Oui. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi comme musique quand tu étais petite ? De tout. Et en même temps, il y a du jazz à la maison. D'accord. Mon père adore Louis Armstrong. Il y a beaucoup de vinyles d'Ella Fitzgerald à la maison. On écoute absolument de tout. Et puis, j'ai eu ma phase que je continue à avoir où j'ai toujours écouté beaucoup de hip-hop. Tu vois, donc, il y a vraiment de tout. Du classique, du jazz, du hip-hop. T'es une enfant des années 80 ? Fin des années 80, ouais. D'accord. Pour me remettre un peu... Mais tu vois, années 90, donc IAM et compagnie. Oui. C'est... Bah oui, et j'ai réécouté ça il n'y a pas très longtemps et je me disais à quel point c'est bon en fait. Enfin, c'est-à-dire musicalement, c'est extrêmement bien construit. Est-ce qu'à chaque fois que tu écoutes un morceau de musique, quel qu'il soit, tu l'analyses ? Oui, c'est une obsession qui est très difficile à supporter pour mon entourage. Donc, chef d'orchestre, est-ce que c'est difficile pour une femme en France ? D'ailleurs, tu m'as dit, si je ne dis pas de bêtises, tu me reprends... Oui.
40 grands orchestres en France. Oui. 3 femmes chefs d'orchestre, tout à fait. Et de façon générale, les statistiques qu'on a et qui ont peu évolué, elles datent de 2016 ou 2017. Et sur les programmations, donc c'était une étude qui était faite sur les dernières programmations en cours. Où sont les femmes ? Combien de programmes sont dirigés par des femmes ? Et le constat, c'était de voir que dans toutes les œuvres jouées sur une saison, 4% des œuvres, étaient jouées par des femmes. Donc on en vient à cette statistique qui est les femmes chefs d'orchestre représentent 4% de la profession. Pourquoi il y a si peu de femmes ? Est-ce que c'est parce que c'est un métier difficile ou il y a d'autres raisons ? Alors l'hypothèse que j'ai, c'est mon hypothèse et ça n'engage que moi. Peut-être que d'autres collègues femmes chefs d'orchestre auraient autre chose à dire. Ce dont je m'aperçois, c'est... Tu vois le podium sur lequel on s'installe quand on arrive en tant que chef d'orchestre, et puis le fait d'avoir une baguette dans la main pour guider, diriger 50, 60, 70 musiciens ou que sais-je, 150 personnes dans le cadre d'une production d'art lyrique. En fait, ça engendre un grand nombre de fantasmes. On imagine communément que à ces outils-là, donc la baguette et le podium, on doit accoler des notions de pouvoir. D'accord. Et le pouvoir... La gestuelle ? Le pouvoir ou même, par exemple, le charisme, tu vois. Et en fait, ce pouvoir-là, il implique une notion d'autorité qui, dans notre société actuelle, doit être incarnée ou ne pourrait être incarnée que par des hommes. Voilà, tout à fait. Donc moi, c'est... c'est des messages ou des clichés subliminaux, ça, c'est dans l'inconscient des gens. Exactement, c'est-à-dire c'est pour ça que je parle de l'imaginaire collectif. Oui. Dans l'imaginaire collectif, en fait, c'est le lieu où on attend un homme. D'ailleurs, je serais assez curieuse de poser la question, on pourrait s'amuser à une sorte de micro-trottoir en demandant aux gens, si je vous dis chef d'orchestre, qu'est-ce que vous imaginez ? Et il y a fort à parier que les gens diront, j'imagine un vieux bonhomme allemand avec des cheveux grisonnants et effectivement en queue de pie. Et des gros sourcils. Voilà. Est-ce que je ressemble à ça ? Non. Donc, je ne peux pas être chef d'orchestre. Je peux vous dire qu'elle ne ressemble pas à ça. Parce que même à la campagne, elle arrive avec des bottes très chic. Alors que moi, je fais avec mes bottes en plastique. Dans les autres pays, comment ça se passe, par exemple ? Alors, par exemple, aux États-Unis, c'est presque devenu un non-sujet. D'accord. Mais parce que culturellement, ils sont sur d'autres sujets, c'est-à-dire la visibilité de la minorité invisible, les hispaniques, d'autres populations issues de l'immigration. Et donc, les femmes, le sujet femmes est moins prégnant qu'ici, à l'heure d'aujourd'hui. Ça n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas ou plus un sujet. En fait, à la question, est-ce que c'est difficile ? Moi, je répondrais que quand j'ai fait le choix de la direction d'orchestre, j'étais absolument pas consciente, donc d'une part d'être une femme, et j'étais pas consciente non plus des statistiques parce qu'elles venaient juste de sortir. En tout cas, j'en avais pas connaissance. Oui. Si j'en avais conscience aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais ? Parce que imagine, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui est gravement malade, très cher, vous avez seulement 4% de chance d'être en rémission. Donc, moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que j'ai... tu avais quand même un aperçu de comment dirais-je, de la cartographie de ces artistes, de ces... Oui, en fait, j'avais conscience qu'on était peu nombreuses. Mais finalement, c'est quelque chose que j'avais toujours vécu. Par exemple, à la classe de saxophone au Conservatoire de Limoges, j'étais une des rares filles. Donc j'avais toujours, ça avait été toujours le cas. Moi, et puis même si je dois regarder mes groupes d'amis, ça a toujours été extrêmement mixte. Tu vois, j'avais pas conscience, mais vraiment de façon très naïve, j'avais pas du tout conscience qu'il pourrait y avoir un problème à ce niveau-là, être une femme chef d'orchestre. Il a fallu en fait plusieurs expériences savoureuse pour pouvoir comprendre effectivement que j'étais une femme et une femme à la direction d'orchestre et que potentiellement ça pourrait susciter quelques questions. Mais je me suis engagée dans cette voie remplie d'enthousiasme et j'étais absolument inconsciente de la réalité du terrain. Et finalement, je me dis, cette inconscience-là,
Tant mieux. Et j'ai même presque envie de dire que c'est ce qui me permet de travailler aujourd'hui et de faire carrière comme chef d'orchestre. Parce que j'étais pas empêtrée dans mes pensées limitantes. Tout simplement, je me présente, je suis chef d'orchestre. Et puis, voilà. Et puis, pour revenir précisément sur les 4%, aujourd'hui, il faut bien voir que ça reflète des endroits qui sont assez différents. Quand tu travailles comme chef d'orchestre, le Graal, c'est de se voir confier un mandat en tant que directeur ou directrice artistique et musicale d'une structure, un orchestre. Ce que tu fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui avec l'ensemble instrumental de la Mayenne. Donc là, en France, généralement, c'est un mandat de 3 ans qui va être renouvelable une fois. Donc, faire un mandat de 6 ans avec un orchestre professionnel, c'est ça, en fait, le Graal. À cet endroit, tu décides de tout. Tu décides de la programmation. On s'en remet à toi pour le choix des compositeurs, le choix des solistes invités. Tu es chef d'entreprise. Voilà, tu es à la tête, en fait, du projet. La deuxième casquette, c'est être chef invité. Ah oui. Être chef invité, c'est comme si tu cumulais des petits CDD en fonction des invitations. L'invitation peut arriver soit une structure appelle ton agent ou t'appelle toi-même en disant voilà, on a tel programme avec tel soliste, c'est à telle date. On aimerait que ce soit vous. On aimerait collaborer avec vous, êtes-vous disponible? Mais en fait, ici, tu ne décides de rien. C'est une mission, voilà, exactement. C'est une mission qu'on te confie pour une semaine, éventuellement dans le cadre d'une série symphonique, éventuellement 3 semaines, 1 mois et demi quand c'est dans le cadre d'une production lyrique. Par contre, ça veut dire que tu as une certaine notoriété, que tu es reconnu. Tout à fait. Alors, inutile de te dire que dans la première catégorie, c'est là où les femmes sont très, très peu nombreuses. D'accord. Dans la deuxième catégorie, oui, il y a des femmes qui tournent dans la direction d'orchestre, bien sûr. Dans la deuxième catégorie, effectivement, tu as plus de femmes, et j'ai envie de dire qu'on est déjà on reste quand même un nombre restreint. Ouais. Et puis après, il y a la troisième catégorie. On a plein d'exemples à voir dans notre propre histoire ici en France sur l'histoire des projets artistiques. Quand une femme choisit à un moment donné de créer son propre projet. Ça va être un orchestre, un collectif, associatif, privé, professionnel. On peut citer Laurence Equilbé avec Accentus, on peut citer Zaya Ziwani avec l'Orchestre Divertimento, on peut citer Clara Gibault avec le Paris Mozart Orchestra. Donc ce sont des femmes qui, à un moment donné, décident effectivement de créer leur propre projet. Modestement, moi, c'est ce que je fais aussi avec le Lab Opéra Périgord Dordogne ici. On a 3 étiquettes. Et puis, inutile de te dire que la plupart des femmes, en fait, on les retrouvera dans la 3e catégorie. Parce qu'à défaut d'être invitées et à défaut de se voir confier un mandat... Elles créent leur propre projet. C'est surtout qu'on a quand même envie... tu vois, pour celles qui souhaitent porter leurs rêves jusqu'au bout... Bien sûr. À un moment donné, quand tu trouves plus... c'est la seule solution. C'est la seule solution, tout à fait. Ok. Si on revient sur le territoire, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que donc le fait d'avoir... tu y as un petit peu répondu quand même tout à l'heure, mais est-ce que le fait d'avoir passé ton enfance sur un territoire dit rural, est-ce que ça a quand même ralenti? Alors, il y avait tes parents quand même qui étaient très moteurs, si j'ai bien compris, un entourage familial quand même enthousiaste et moteur, mais est-ce que si cette aventure, tu l'avais démarrée dans une grande ville, est-ce que ça aurait été différent, tu penses? Ouais, ça, j'en suis absolument persuadée. Déjà, il y a une chose, c'est que quand on grandit sur un territoire rural, en fait, je n'avais aucun modèle féminin sur lequel me projeter. Tu vois, même si on devait chercher un modèle masculin qui a fait une grande carrière dans la musique classique et qui est issu de la Dordogne, je suis pas sûre qu'on trouve. Là, tu vois, je suis en train de chercher. Cherche encore? Non, je cherche encore et je ne trouve pas. Donc, il y a cette évidence que j'ai pas de grand modèle pour me projeter en me disant je veux être comme un tel. Elle a été, je sais pas, elle est issue, je raconte n'importe quoi, de Cornillac, de Thiviers, de Bergerac, peu importe, et elle a eu une grande carrière dans la musique classique. Non, en fait, ça, c'est jamais arrivé. Donc, maintenant, je peux le formaliser avec des mots. En revanche, il y a quelques années, tu vois, quand on me disait tu pourrais faire tel concours de chef d'orchestre, en fait, pour moi, ça me paraissait juste impossible. La marche était trop grande entre l'image que je me faisais de ce concours et la propre image que j'avais de moi-même. Ça, c'était pas aidant, très clairement.
Alors, est-ce que le chemin a été compliqué pour toi en tant que femme pour toucher du doigt ton rêve, ou alors est-ce que finalement tu as plutôt la chance de faire partie d'une génération qui était plutôt OK, plutôt ouverte et moins à souffrir en fait des pensées limitantes du patriarcat sur le territoire? Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « je veux devenir chef d'orchestre ». Le rêve, il a pris forme et je lui ai donné une forme et les gens autour de moi lui ont donné une forme. Ce qui est certain, c'est que en venant du coup d'un territoire rural, il n'y avait pas les infrastructures. Donc de la même façon que je disais, il n'y a pas d'artistes internationaux qui viennent de ce territoire. En fait, la raison aussi, c'est qu'il n'y a pas les infrastructures sur place pour t'accompagner. C'est surtout ça finalement. Exactement. Donc ça voulait dire forcément aller dans un autre lieu et très tôt, parce que la musique, comme pour le sport, on ne peut pas se décider à 18 ans ou à 20 ans de devenir sportif de haut niveau, encore moins danseur, étoile à l'opéra. En fait, ça se décide extrêmement tôt. Oui. Le côté patriarcat, je reviens sur la notion d'entrepreneuriat à la maison. Je crois qu'avec mon père, même quand on est d'accord, on s'engueule. Donc, j'ai été éduquée à avoir un caractère, tu vois, en acier. Et en même temps, on est des femmes. Et on sait que si on est comme ça, extrêmement frontal, la société d'aujourd'hui nous fera passer pour des hystériques. Donc, on est obligé, dans le management, de trouver d'autres solutions parce que se parer des attributs masculins pour des postes de direction, des postes de cadre, en fait, ça ne marche pas. On va nous dire, elles sont complètement dingues. Donc, il faut qu'on trouve notre propre voie. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai essayé de chercher. Comment ça se passe concrètement, en fait, sur le terrain, l'extrême préparation au travail. Donc ça, je veux dire, personne ne me l'a appris. C'est juste ce que j'ai développé. Tu veux dire beaucoup de travail ? Ouais, beaucoup de travail. Donc ça veut dire qu'on travaille plus que... Enfin, ça veut dire que une chef d'orchestre travaille plus qu'un chef d'orchestre ? Moi, alors là, sors même de la direction d'orchestre. Je crois que dans les fonctions de cadre, on travaille plus. C'est une évidence parce que tout le monde s'attend ou tout le monde nous attend au tournant. Et alors, dans la direction d'orchestre, j'ai presque envie de partager cette chose-là, c'est que les musiciens adorent nous détester, et qu'on soit homme ou femme. Les musiciens, donc les hommes, les musiciens. Non, tout le monde. C'est-à-dire l'orchestre, une fois qu'on rentre dans la salle, parce qu'on incarne en fait une forme d'autorité. Et puis tu sais, on a tous envie de guillotiner le roi ou la reine. Avant même qu'on ait levé les bras, avant même qu'on ait dit quelque chose, on nous a tous 10 000 fois jugés avant de monter sur le podium. C'est horrible, ce que tu me dis. Moi, j'y trouve beaucoup d'excitation et de palpitation. Voilà, je me dis... Ça y est, je suis en béton armé et donc je suis toujours extrêmement bien préparée. Je ne viens pas devant un orchestre sans connaître toutes les notes, sans avoir un plan de répétition extrêmement clair. Alors, je ne sais pas, ça c'est vraiment à titre personnel, mais je suis habillée par la joie tous les jours. Voilà. Vraiment, je suis tu vois, de la même façon que je te disais que j'ai eu une enfance heureuse, je suis une adulte extrêmement heureuse. Je pense vraiment que cette énergie, en fait, les musiciens, les collaborateurs, en fait, ils la reçoivent au moment où on travaille ensemble. Et ça permet de déminer un tas de situations problématiques quand tu montres que tu es ouvert à la collaboration et en même temps que tu sais que tu as une vision très claire de l'endroit où tu veux amener tout le monde. Donc, je suis vraiment, tu vois, au sujet du patriarcat, moi, je suis convaincue qu'on a développé en fait d'autres façons d'être. Ceci étant, j'ai quand même des anecdotes assez croustillantes. Donc, je disais il y a quelques instants que pendant longtemps, j'avais pas été consciente d'être une femme dans ce milieu. Bah, tu penses bien qu'il y a eu certaines expériences qui m'ont fait comprendre que oui, en fait, j'étais une femme dans un milieu d'hommes. Quoi, par exemple ? Alors, donc nous voici, retour en première année à l'École normale de musique de Paris. Et durant cette première année, je ne suis pas encore diplômée, que je suis finaliste d'un grand concours. Oui. Alors, je ne vais pas dire le nom parce que ça pourrait mettre dans l'embarras, du coup... Oui. On va dire un grand concours. La structure, voilà, un grand concours. Il y avait une 40aine de postulants sur ce poste. Et à ma grande surprise et à ma grande fierté aussi, je me retrouve dans les 4 finalistes. Au moment de la finale, 2 épreuves.
une épreuve de répétition avec tout l'orchestre. Les membres du jury étaient présents. A priori, ça se passe bien. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, je suis prête, je fais mon job dans le temps imparti, j'accomplis les objectifs que je m'étais fixés. Le lendemain, entretien. De la même façon que n'importe quel candidat à un poste aurait un entretien. Donc là, je me retrouve dans un entretien avec une dizaine de personnes, un jury artistique, et puis le jury qui représentait la structure. Pendant cet entretien, j'ai en mémoire 2 questions. La question qui m'a été présentée par le président du jury était la suivante. Madame Mézy, si nous vous choisissons, vous avez moins de 30 ans ou juste 30 ans, vous serez la plus jeune de toutes les musiciennes et de tous les musiciens regroupés. Vous sentez-vous compétente, voilà, vous sentez-vous à la hauteur pour ce job. C'était l'âge ou c'était le sexe ? Alors, justement, tu pointes quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai choisi de faire une réponse audacieuse. C'est-à-dire que je savais que dans l'histoire de cet orchestre, le plus jeune chef d'orchestre qui était présent en plus au moment du jury avait 24 ans quand il avait eu son poste. Donc je fais une réponse très amusante en leur disant qu'a priori, si le jury choisit de m'élire en tant que directrice, a priori, je ne serai pas la plus jeune directeur ou directrice de l'histoire de l'orchestre. Ce qui fait beaucoup rire l'intéressé d'ailleurs. Le reste du jury rit pas beaucoup, mais ils esquissent un petit sourire. Quand même, à mon esprit, je me dis, est-ce qu'on aurait posé cette question-là à un homme ? Oui. Et donc là, je rappelle juste, alerte, discrimination, ce genre de questions, en fait... non, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Non. Donc ça, c'était une des premières questions. Et puis la deuxième question qui est... il y en a une plus croustillante. Il y en a une plus croustillante qui m'a été posée cette fois-ci par une femme. Madame Mézy, si on vous choisit, vous êtes une femme. Vous serez en responsabilité des 120 musiciens. Ah non, c'est encore plus basique que ça. Vous sentez-vous compétente pour ce poste ? C'est étrange comme question. Oui, c'est très étrange. Je pourrais pas te dire exactement ce que j'ai répondu parce que surtout mon cerveau me disait alerte, discrimination. Cette question-là est absolument illégale dans n'importe quel entretien d'embauche. Je sais plus ce que j'ai répondu exactement. Par contre, j'ai pensé très fort et je pense que j'ai dû formuler quelque chose comme ça. C'est que s'ils avaient souhaité un homme dans la quarantaine avec une grande expérience, fallait déjà pas me laisser arriver en finale. Sûr. Ils avaient eu une quarantaine de candidats déjà en amont. Tu vois, des années après, puisque c'était en 2016 ou 2017, je me dis que cette femme-là, quand elle m'a posé cette question, c'était plus le reflet de ses propres pensées limitantes à elle, plutôt qu'une question qui m'était adressée à poser la question pour elle-même. Parce que peut-être qu'elle était déjà empêtrée dans ses propres pensées ou visualiser une femme à la direction d'une structure qui regroupe 120 musiciens, en fait, c'était pas pensable. Et à ce moment-là, en fait, c'est... le moment de l'histoire où je découvre que je suis une femme. Alors, je savais que je portais des soutiens-gorge et que je mettais des jupes et des collants depuis plusieurs années. C'est étrange quand tu dis ça, effectivement. Mais c'est le moment où j'ai pris conscience que j'étais une femme. D'accord. Ce que je ne savais pas avant. D'accord. Alors, quand j'ai reçu les résultats, puisque j'ai vu que j'étais deuxième, et qu'un monsieur, dans la force de l'âge, du coup... dans la maturité. Et de la maturité, aux alentours de 45 ans, avait eu le poste. Bon, en fait, je m'y attendais suite aux échanges que j'avais eus avec le jury. Ceci étant, ça n'a pas abîmé ma foi et ma conviction dans le fait que j'allais avoir une carrière. Je voudrais revenir sur une chose. Donc, on parle de territoire dit rural. Je sais que tu te déplaces beaucoup. Il me semble qu'il y a une difficulté, je pense qu'il y a plusieurs difficultés que tu voudrais soulever sur un territoire rural. Alors, c'est peut-être pas que le nôtre, d'ailleurs, c'est pas que la Dordogne, c'est sur d'autres territoires. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose là-dessus ? Il y a d'autres territoires, on pourrait parler du Lot-et-Garonne, on pourrait parler de la Corrèze, la Creuse et éventuellement les Landes. En fait, il y a des problèmes endémiques de déplacement. En Dordogne, on sait qu'on a une petite autoroute qui traverse en large le département. Pour plein d'endroits, en fait, on n'a pas le train. Et ça, c'est une vraie problématique, justement, quand on aspire, en fait, à une carrière... Ça a été ton cas, en fait, c'est la problématique. Mais d'ailleurs, la raison pour laquelle mes parents m'envoient très tôt au conservatoire de Limoges, donc à 13 ans, c'est cette problématique essentielle, parce qu'après tout, on aurait pu faire les déplacements, mais c'est juste pas envisageable de faire pour un cours de saxophone 2 heures de route pour 3 quarts d'heure ou 1 heure et puis revenir pour le cours de formation musicale, c'est juste pas possible.
Donc ça, c'est une des raisons. Il n'y a pas les infrastructures sur place, donc les infrastructures artistiques ou d'enseignement artistique. Et puis, sur le plan de la mobilité, c'est une réalité aussi du territoire qui fait que, là, je parle dans mon parcours exigeant d'artiste, mais ça pourrait être le cas aussi dans d'autres parcours. Oui, on est sur d'autres professions. Exactement. On est obligé de partir du territoire parce que les infrastructures, donc la mobilité, ne le permet pas. On ne peut pas rester. C'est un frein pour les enfants ? Enfin, c'est un frein pour les jeunes ? Alors, je ne sais pas comment dans les métropoles on en parle, mais tu vois, un des premiers sujets que les parents abordent à 16 ans avec leurs enfants, même 15 ans maintenant, c'est la conduite accompagnée. Oui, le permis de conduire, j'allais C'est-à-dire dire. que tu ne peux pas vivre sur les territoires ici sans avoir une voiture. C'est absolument impossible, impensable. Ça, c'est aussi une des réalités du terrain. Est-ce que ça veut dire qu'une jeune fille, une petite fille, une jeune fille ou même un garçon finalement, va se restreindre, va être restreint dans les possibilités pour leur avenir ? En fait, il suffit simplement de parler d'orientation. Je ne sais pas s'il y a une statistique ici en Dordogne, mais on sait que les adolescentes ou les jeunes femmes, elles sont plus invitées en fait à se tourner vers les formations d'aide à la personne, le soin aux autres. Donc peut-être ça va répondre à leurs rêves, mais peut-être pas en fait, tout simplement. Et pour les jeunes garçons, ça dépend. En tout cas, oui, il y a une vraie question à se poser sur, de façon globale, les pensées limitantes quand on vit en ruralité. Il y a un bouquin que tu m'as conseillé, que je viens de démarrer, qui s'appelle « Les femmes qui tiennent la campagne ». Tout à fait. Les femmes qui tiennent la campagne. Ouais. Et effectivement, où on parle de l'éducation des jeunes filles, de leur scolarisation. Faut rappeler, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles mes parents m'ont envoyé très tôt à Limoges, c'est que quand on est, je prends l'exemple de mon frère, quand on est un jeune garçon sur le territoire, lui, il a été au lycée à Bertrand-de-Born à Périgueux, en habitant Thiviers, il y avait 1 heure de bus, ce qui voulait dire prendre le bus à 6h30 du matin et rentrer à 19h tous les jours. Ça, c'est des problématiques, quand on vit en ville, ça n'existe pas. Tu brises un peu les rêves de toutes les familles qui viennent s'installer sur le territoire, Chloé. Non, moi, j'y crois pas. On brise pas les rêves, mais là-dessus, je reste quand même optimiste et on pourrait prendre l'échantillon de l'Orchestre d'harmonie de Thiviers là-dessus. D'accord. Je crois vraiment que ça dépend en fait de comment on s'entoure. À l'Orchestre d'harmonie, on a, j'ai envie de dire plein. J'ai pas le nombre exact, mais on a plein de parcours et d'orientation, parcours professionnels très, très inspirants. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont impliqués sur le territoire et qui travaillent comme artisans. Par exemple, c'est le cas de ma famille. Voilà. Ils ont toujours vécu ici et en même temps, ils sont hyper ouverts d'esprit, ils sont curieux, ils mènent de front aussi plusieurs projets. Et puis, dans les jeunes qui ont entre 20, 25, 27, on a plein de beaux parcours de jeunes qui sont partis du coup à Sciences Po, qui sont partis du coup à HESS, d'autres qui font des thèses de doctorat et qui ont à cœur aussi de revenir sur le territoire. On accueille aussi des néo-ruraux qui ont, par exemple, fait un doctorat en physique nucléaire et qui vont finalement s'installer pour créer une forêt comestible, de gens qui ont travaillé aux États-Unis, fait école d'ingénieur et qui s'installent ici pour repasser un CAP plomberie. En fait, il y a de tout. C'est juste que dans le message qu'on renvoie aux petites filles et aux petits garçons, en fait, je suis absolument convaincue qu'il faut qu'on puisse les faire rêver. Je me souviens d'avoir eu cette discussion avec mon neveu et ma nièce il n'y a pas très longtemps en leur demandant « c'est quoi vos rêves ?» Oui. Eh bien, le rêve de mon petit neveu... Et ses enfants sont sur le territoire. Ils grandissent ici. Mon petit neveu me disait qu'il voulait dessiner des BD. Il voulait être créateur de BD. Ok. J'espère que, de la même façon, tu vois que mes parents, ils sont partis de mon rêve et ils ont trouvé des solutions en se disant « bon, ok, la famille est implantée ici. Le rêve de Chloé, c'est de faire de la musique professionnellement. Qu'est-ce que ça implique qu'on mette en place pour pouvoir l'accompagner au mieux dans cette démarche ?» Juste pas enfermer ou pas brider en fait les rêves qui existent. Et de toute façon, des ingénieurs verts qui s'impliquent ici, on va en avoir besoin. Des ingénieurs dans l'agroalimentaire
qui s'impliquent ici et qui montrent effectivement que on peut produire sans pesticides, qui accompagnent. On en a besoin de toute façon. Donc, moi, je suis pas négative. C'est juste le discours en fait sur lequel on s'accorde tous, qu'on les aide à partir pour faire leurs études, et puis surtout qu'on les invite à revenir et qu'on les aide à s'implanter. Oui, surtout, dire qu'on les invite à revenir. Il y a une association là ici qui fait un travail incroyable pour l'implantation dans des fermes, c'est l'association Terre de Liens. Oui, c'est vrai. Qui fait un travail fantastique. Par exemple, tu vois, on a des gens de l'association qui jouent à l'orchestre d'harmonie. Okay. Donc, en fait, ça dépend les cercles aussi qu'on côtoie. La vie ici en milieu rural se fait autour des associations. Oui. Et ça, c'est très, très, très important. Cette idée aussi de réconcilier les gens du territoire, c'est ce qui est à cœur dans le projet Lab Opéra. On va faire une bonne transition. Si tu veux nous en parler du projet Lab Opéra, on t'écoute. C'est aussi un projet, tu vois, de faire briller les yeux des jeunes, de leur mettre des étoiles dans leurs rêves. Donc le projet Lab Opéra, on revient en fait sur des statistiques qui sont éloquentes. T'aimes bien les statistiques, toi, quand même. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui est très objectif et on voit ce qu'on construit autour, justement. Donc, en tant que chef d'orchestre, on a le 4%. On aurait le 4% aussi chez les femmes compositrices. Et puis, on a le 4% aussi chez les Français qui vont à l'opéra. Ah. Donc, en France... 4% exactement. Le public, 4% des Français va à l'opéra. Et on en revient aussi sur le thème... Paris. Voilà, exactement. On en revient sur le thème de la ruralité. C'est que il me semble que c'est aux alentours de 60 ou 65% de ces 4%. Donc, t'imagines, 60% de ces 4% sont des métropolitains qui ont déjà des abonnements dans des théâtres, dans des salles de spectacle, etc. Ce qui veut dire, en fait, et je plaisante toujours quand je le dis, que le commun des mortels ne va pas à l'opéra. Tout à fait. Tout simplement. Et quand on leur pose la question « Pourquoi n'allez-vous pas à l'opéra ?», c'est toujours les mêmes réponses qu'on aura. C'est trop cher. Ouais. Je combien une place pour aller à l'opéra ? En moyenne, c'est autour de 90 €. D'accord. Donc, c'est trop cher. Je n'appartiens pas à la catégorie socio-professionnelle qui peut se permettre d'aller au spectacle. Et là, il y a toujours la raison financière, mais il y a aussi la raison de culture ou d'érudition. C'est-à-dire que quand on parle de l'opéra, on renvoie une image extrêmement élitiste où il faudrait que tu aies étudié l'œuvre pendant une semaine avant de pouvoir venir à l'opéra. Donc, ça, grosso modo, dans la tête des gens, c'est entendre des gens chanter et allemand, ne pas comprendre, et ne pas comprendre l'histoire. Et donc, le Lab Opéra, l'idée, c'est de démocratiser l'art lyrique, mais avec un concept spécifique, c'est le concept de l'opéra coopératif. Donc, on valorise la formation professionnelle qui est, elle aussi, extrêmement malmenée pour démocratiser l'opéra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, que dans notre principe d'opéra coopératif, les coiffures, les costumes, le maquillage, les décors, mais ça peut être aussi la communication, l'accueil, tout ça, ce sont des missions qu'on confie à des établissements qui sont sur place. Sur le territoire. Sur le territoire. Alors, pour en citer quelques-uns, ça peut être le lycée de Thiviers ou le lycée de Chardeuil qui sont à la confection et à la réalisation et à la confection des décors, avec le CFA de Boulazac, le CFA de Périgueux. On a un florilège du coup d'établissements, le lycée Saint-Vincent de Paul. Donc, c'est aussi bien des centres de formation des apprentis, des lycées privés, des lycées d'enseignement généraux et professionnels qui sont implantés ici et qui participent à un process commun. Qui est, sur le site, on peut voir des vidéos, des témoignages. Je suis allée voir et c'est assez sympa d'ailleurs. Donc, on voit tous ces jeunes qui viennent d'univers différents et qui travaillent sur le projet. Exactement. Tous ensemble. C'est un moyen aussi de leur dire qu'ils vont devenir menuisiers, ils vont devenir chaudronniers, ils vont devenir maquilleurs ou coiffeurs. Ils peuvent travailler en entreprise, mais en fait, ils peuvent aussi travailler dans d'autres endroits. Structures, univers. Tout à fait. Dans d'autres univers, complètement. Et donc, à côté de cette implication-là, il y a un chœur populaire. Donc, le chœur, il est constitué, comme on en parlait pour le milieu orphéonique, il est constitué d'artisans, de professions libérales, de retraités, de jeunes, d'agriculteurs. Donc là, ce sont des chanteurs, périgourdins. Ce sont des chanteurs amateurs qui se réunissent toutes les semaines pour travailler l'œuvre. Tu sais quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser un peu
à l'énorme spectacle en Vendée. Enfin, il y a le parc comme le Puy du Fou. Ouais, le tout à soir, fait. il me semble que... Alors, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais ce fameux spectacle où je pense que c'est que des locaux amateurs. C'est un peu le même principe. Et on voit le succès que ça a. Ouais. Donc, c'est effectivement dans le même genre d'idée. Et puis, dans l'orchestre symphonique, on a aussi... alors, l'orchestre symphonique est principalement constitué de musiciens professionnels, mais on a aussi les grands amateurs du territoire qui, on va dire, ont un niveau suffisant, du coup, pour pouvoir intégrer un orchestre symphonique. Et puis, tous les solistes sont professionnels. L'encadrement, en tout cas, moi je m'entoure plutôt de professionnels, donc à la mise en scène, chef de chant, chef de chœur, pianiste accompagnateur, toute l'équipe technique aussi, son, lumière, les rods, rigueur, enfin tout est professionnel ici. C'est combien de personnes tout ça ? La fourmilière, si on compte tout le monde avec les classes, les équipes pédagogiques, le chœur, parce que l'orchestre c'est 70 musiciens, le chœur c'est une 50 de participants, il y a une quinzaine de solistes. Cette année en plus on va avoir des danseurs. Oui. On est une pour le prochain spectacle. Pour le prochain spectacle, on est une fourmilière de 450 personnes à collaborer ensemble. C'est énorme. C'est énorme et je suis absolument convaincue que c'est pour ça que ça marche. C'est un projet où on fait société, en fait. C'est-à-dire que tout le monde vit ensemble, tout le monde se côtoie. Chacun apporte une pierre à un édifice qui est plus grand que lui-même. Donc, c'est beau, en fait, tout simplement. Prochain spectacle, c'est avril ? Oui, avec West Side Story. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, ce type de projet, si on revient à justement un territoire rural et puis... le rêve des petites filles, des petits garçons, la possibilité de faire des carrières autres que dans le soin pour les filles et puis menuisier pour les garçons, par exemple. Est-ce que ce type de projet donne des ailes ? En tout cas, c'est ce que j'espère. J'ai une anecdote. Cet été, je croise une des choristes qui me dit « Oh là là, Chloé, je ne pourrais pas participer à West Side Story cette année. J'ai décroché un job et du coup, je quitte la région. » Et en fait, elle me raconte que dans son entretien, les 3/4 de l'entretien avaient tourné autour du projet Lab Opéra. D'accord. Et j'avais trouvé ça super, en fait, qu'elle ose le mettre dans son CV et qu'elle en parle. Parce que pour l'employeur, ça voulait dire que du coup, elle était ouverte au projet d'envergure, que c'était une personnalité collaborative. Ouais. Et je suis absolument convaincue des bienfaits de ce projet-là. C'est-à-dire, il y a la part de rêve. On fait rêver les gens et les participants autant que le public. Parce que pour le public, imaginez, vous voyez, en fait, je sais pas, vos parents, vos enfants, vos cousins, vos voisins, en fait, sur scène qui participent à ce projet qui est merveille. Donc ça, c'est très inspirant. Je suis également sensible au fait que, on en revient au territoire, c'est un endroit où les gens, donc les amateurs aussi bien que les lycéens, ils peuvent construire un rêve, en tout cas avoir une scolarité valorisante, avoir une activité extra-professionnelle valorisante. C'est un endroit où des amitiés sont en train de naître depuis 3 ans, puisque des personnes se rencontrent dans le cadre des répétitions hebdomadaires du chœur, dans le cadre des répétitions mensuelles de l'orchestre. Des histoires d'amour, si ça se trouve. Peut-être que dans quelques années, on aura des bébés Lab Opéra. C'est une évidence. Hein. Après les bébés, l'amour est dans le pré. Voilà. Les bébés. Et puis, là, pour le coup, c'est un côté revanche du territoire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire... y a une image qui est véhiculée de la part des citadins. Alors, je ne sais pas si on pourrait formuler ça comme ça. Il y a une image, en fait, qui est véhiculée dans l'imaginaire collectif qui suppose que quand on habite en campagne, on est peu érudit, peu diplômé, qu'on ne bouge pas de chez soi et qu'il n'y a pas d'ambition. Voilà. En fait, ce n'est pas vrai. Et là, c'est donner l'opportunité à chacun de prendre une revanche là-dessus. Et on le fait main dans la main aussi avec les médias locaux. Les radios, les journaux,
la télé, en fait, ce qui est fantastique, c'est que tout le monde s'est saisi du projet pour dire la Dordogne, c'est aussi ça. Oui, c'est un projet d'exception, c'est un projet artistique d'envergure qui a rien à envier à n'importe quelle autre production d'opéra. Donc là, il y a un côté revanche du territoire. Alors quand je l'ai conçu, j'avais pas en idée, on va faire la revanche du territoire. Non, c'est pas ça. On dirait le titre d'un livre. Hein. C'est juste que j'étais à la maison sur la période Covid. Ah oui, c'est pendant ce moment. Et puis ma période Covid a duré un petit peu plus longtemps que certains, parce que comme les restaurateurs, nous, on n'était pas autorisés à retourner travailler dans les théâtres ou en scène nationale. Et donc, je me suis mis à réfléchir à un projet et je me suis dit, tiens, l'art lyrique, ça m'intéresse de développer quelque chose. Et où est-ce que je l'implante ? Et là, je me suis dit, en fait, je vais l'implanter en Dordogne. Je crois que beaucoup de gens m'ont pris pour une dingue dans le métier pour cette raison-là, c'est-à-dire l'image, effectivement, qu'on pourrait avoir du territoire rural. Parce que la Dordogne, quand on en parle, de nouveau, c'est beau dans la tête du touriste. Foie gras. Voilà. Truffe. Le foie gras, les vins, la truffe, donc effectivement la gastronomie. Aller aux grottes de Lascaux l'été, aller au festival du film à Sarlat. Visiter et puis après, les châteaux. Voilà, visiter les châteaux. Et après, non, ils vont pas faire de l'art lyrique. Eh ben si. Est-ce une chance finalement pour toi d'avoir vécu ici, d'avoir fait ton enfance ici, d'être né ici, de faire une carrière, je vais dire, internationale ? Est-ce que ça te permet de garder les pieds sur terre ? Ou c'est n'importe quoi ce que je dis ? Alors en fait, tu pointes quelque chose de très particulier parce que je dis souvent, quand on me demande, mais du coup, en fait, pourquoi le territoire ? Pourquoi revenir ici ? Je l'ai cette question, aussi bien du côté professionnel que du côté des habitants ici. En fait, je leur explique que avoir ce lien, ça me permet tout simplement de ne pas péter les plombs. Oui. Imagine quand tu es en concert, tu fais, je sais pas, un zénith, Ah ben si, en fait, j'ai une anecdote pour ça. Paris, décembre 2021, donc reprise après Covid. Et là, j'enchaîne les concerts, mais un truc de malade. J'en suis fatiguée, exténuée. Et il y a eu effectivement une série où j'ai fait 3 concerts dans la journée. Imagine dans la journée. Imagine le shoot d'adrénaline que j'ai pris. Ouais. Oui, là. Et le lendemain, je pars de Paris pour revenir par ici. Il faut que j'amène en fait ma voiture au contrôle technique. Et là, je suis en pleine redescente. Je veux dire, comme un cocaïnomane, en fait, qui serait en pleine redescente. Surtout pour aller au contrôle technique. Voilà, surtout pour aller au contrôle technique. Et je me dis, mais en fait, c'est ça la vie des gens. Et moi-même, je me dis, mais Chloé, mais qu'est-ce que tu racontes ? Et en fait, heureusement que je suis en prise avec le territoire parce que je suis convaincue que c'est ce qui m'aide à... ça contribue à un équilibre de vie. Quand tu dis 3 concerts dans la journée, un concert dure combien de temps ? Ça dépend. Tu sais, on a des formats. Alors, il y a les formats 45 minutes, 1h, 1h15 qui existent, mais ça peut être 1h30, 2 heures. Hein, tout à fait. Et là, de mémoire, on avait fait un concert en fin de matinée, un concert en milieu d'après-midi et ensuite un concert en soirée. Mais je suis plutôt quelqu'un qui gère bien l'adrénaline. En fait, l'adrénaline, que certains accolent le nom stress. Moi, je vois pas, je considère que c'est pas du stress, en fait, l'adrénaline. Je le reçois bien. Pour moi, ça m'aide exactement. Ça m'aide à me concentrer, à me focaliser sur ce que je dois faire. Mais du coup, c'est une montagne d'hormones quand même. Et puis, quand tu as eu 3 shoots d'adrénaline dans une journée, le lendemain, ça peut être compliqué. Donc, en fait, l'ancrage au territoire. L'ancrage bénéfique. Pour moi, il est essentiel. C'est un équilibre qui est très, très, très important. Tu vois, dans certaines carrières où tu touches plus pied sur terre, etc., parce que tu fais plein de choses, moi, c'est pas du tout le cas. Le samedi matin, quand je suis là, j'adore aller au marché de Thiviers. Oui. J'adore aller au café associatif, au Chaplin. J'adore voir mes amis, passer du temps avec eux. J'adore aller chez les commerçants qui me disent « Alors Chloé, tu viens d'où et tu repars où ?» En fait, c'est hyper important. T'arrives à bien dissocier il y a la Chloé chef d'orchestre et il y a la Chloé de Thiviers. Je crois qu'il n'y a aucune dissociation et que ça forme une certaine unité. Il n'y a pas de moment où je cesse d'être musicienne. Selon toi, les néo-ruraux, c'est quoi ? J'ai l'impression que tu as dit à plusieurs reprises pendant notre conversation que c'était quand même quelque chose de chouette. Oui, tout à fait. Moi, c'est la porte grande ouverte. Je ne sais pas en fait quelle perception les habitants, on va dire les natifs du territoire en ont. Ma perception à moi, elle est très simple. C'est un grand bienvenu et c'est un grand bravo et bon courage.
Pas bonne chance. Bonne chance, bien évidemment. Bon courage dans le dans le champ. Non, dans le chance. Dans le côté effectivement bonne chance, ça veut dire je vous envoie mes meilleurs vœux de réussite. Je suis absolument convaincue qu'ils vont changer la physionomie du territoire et peut-être l'image qu'on se fait aussi d'un milieu rural. Je prends l'exemple de Loïc qui nous a rejoint il y a quelques années à l'orchestre, qui est percussionniste et qui effectivement avait fait une thèse de doctorat en physique nucléaire. Je prendrai l'exemple de Nicolas qui est oboïste et qui a fait une école d'ingénieur. J'ai plein d'exemples comme ça de gens brillants qui sont arrivés sur le territoire avec un autre projet de vie. Et il me semble que c'est parce que ces gens-là s'impliquent sur le territoire, qu'ils en font leur lieu de résidence, que tous les freins qui existent à l'heure actuelle, tout ça va remonter, c'est-à-dire et faire bouger les lignes. Et faire bouger les lignes complètement, la mobilité en premier lieu, les services publics en premier lieu, les écoles, tu vois, la question de la crèche que je posais tout à l'heure, c'est une évidence. Je suis absolument convaincue, là, dans les années à venir, ça va être un changement radical. Si tu devais résumer en une phrase ou me donner quelques mots du métier de chef d'orchestre. Être chef d'orchestre, déjà, la première des choses, c'est ne pas avoir de routine. Et je pense que c'est ça qui est le plus excitant pour moi, c'est qu'aucune des journées ne se ressemble. C'est partir du silence vers le son et vers la lumière. Je prends un exemple très simple qui rallie du coup le côté absence de routine et qui allie du coup ce côté du silence vers le son et la lumière. Dans mon calendrier de l'année, donc quand une saison est bâtie, tu vois par exemple la saison 23-24, j'ai ces moments où je sais que je suis en représentation. À partir de ce point final, ensuite il y a quelque chose d'autre qui se bâtit, c'est le temps de répétition et même encore avant le temps de préparation. Donc, je prends l'exemple de ce que je vais faire le mois prochain au Théâtre de Laval. Je vais être en résidence pendant une semaine avec l'artiste électro des JEJ. On a concert le vendredi 24 novembre. En amont, on va avoir une semaine de résidence. Et donc, résidence, ce sont des répétitions. Et en amont encore, il faut que moi, je sois préparée. Donc, ce qui veut dire que dans mon calendrier, il y a ces moments où je ne suis pas à la maison, où je vis à l'hôtel, où on m'envoie en appart-hôtel, où je voyage beaucoup, pour rejoindre un lieu de travail. En amont de rejoindre ce lieu de travail, tu auras travaillé chez toi. J'ai travaillé chez moi. Donc là, c'est pour ça que je parle du silence, c'est-à-dire je reçois à la maison la partition, dans mon bureau, en fait, ou même je me fais, tu vois, il y a plusieurs moments de l'année où je balise certaines journées ou certaines semaines en me disant ça c'est du travail perso. C'est pas je suis là à me tourner les pouces à la maison, c'est que je me crée un agenda de travail à la maison où je vais travailler un opéra, où je vais travailler une symphonie, où je vais travailler un répertoire, un programme. Et dans ce cas-là, je suis en face à face, en tête à tête amoureux avec la partition et le compositeur qui, bien souvent, n'est plus vivant d'ailleurs. À ce moment-là, c'est un drôle de date. Voilà. Je lis la musique et le but du jeu, pour moi, c'est de m'imprégner de la pensée du compositeur. J'imagine comment l'énergie va être développée sur toute une œuvre, j'imagine les reliefs, j'imagine en fait comment ça doit sonner. Donc ça veut dire qu'au moment de la répétition, là j'ai les mains dans le cambouis en fait, un peu comme un mécanicien ou un plombier. Je donne une forme en fait à la musique, donne une forme aux idées musicales. Donc là le son commence à émerger et puis ensuite il y a ce troisième facteur, ce troisième paramètre qui est le paramètre du public et de la scène qui arrive. Et là, c'est le moment de la lumière, c'est la fête, c'est le rendez-vous avec les émotions aussi pour faire vivre aux spectateurs un voyage intéressant. Donc, tu vois, ça, c'est la partie chef d'orchestre. Très structuré, hein ? Ouais, c'est quand même structuré. Je visualise. Et ça, c'est la partie direction musicale. Mais il y a aussi une partie direction artistique qui, on va dire, est un autre métier dans cette partie-là. Tu as du temps en relation avec tes équipes. Ça peut être avec la communication, avec les chargés de projet, chargés de production, où
tu es à N+1, tu donnes les grandes lignes en fait de ta vision. Donc vraiment, on est sur la stratégie, un peu comme dans une entreprise. Ouais. Stratégie, vision, c'est quoi nos échéances, on a des réunions de travail. Enfin vraiment, là, c'est un peu pour ça que je te dis que c'est tout le très monde. structuré. J'ai l'impression que c'est... Tout à fait. Ouais. Alors, une dernière petite question, on va dire, ton meilleur souvenir. Le meilleur souvenir. Est-ce qu'il y en a qu'un ? À mon avis, il y en a plein d'autres. Alors, Il y en a plein, de... Mais un. Meilleur souvenir. Mais alors, si tu es OK, je parlerai plutôt du concert le plus émouvant que j'ai fait. D'accord. Et en fait, il s'est déroulé ici en Dordogne. Ok. Alors, je vais essayer de ne pas pleurer en racontant ça parce que tu vas me faire pleurer. Je pleure à chaque fois que je le raconte. À ce moment-là, je me perçois encore pas dans une carrière de chef d'orchestre professionnel, mais je fais de la direction d'orchestre pour le fun, pour m'amuser. Et je suis en concert ici avec l'Orchestre d'harmonie de Thiviers pour le concert de la Sainte-Cécile, qui est l'événement le plus important quand on est un orchestre d'harmonie amateur. D'accord. Et donc en 2015, en novembre 2015, il y a eu les attentats au Bataclan. Exact. Exactement. Donc on sort de la répétition, puisque ça avait eu lieu un vendredi soir. Tout le monde rallume ses téléphones et on voit tous en fait les notifications sur notre téléphone. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant une semaine, 15 jours, en fait, il y a plein d'événements, plein de concerts qui ont été annulés parce que tout le monde se sentait visé, c'est-à-dire salle de spectacle, etc. Oui. Donc on ne savait pas si on allait jouer. Et puis finalement, on apprend qu'on va jouer. Et c'est compliqué en fait de vivre un moment de joie et de fête après ce qui s'était passé parce qu'on était dans un grand moment de communion nationale en fait. Donc on avait choisi pour ouvrir le concert de plonger le public dans le noir. À ce moment-là, il y avait un discours du maire de l'époque qui faisait part de son émotion. Et on avait convenu tous ensemble, au lieu de demander une minute de recueillement à chacun, en fait, l'idée, c'était d'applaudir la vie. Donc, tout le monde se met à applaudir. Beaucoup d'émotions chez tout le monde, dans le public, bien évidemment, chez les musiciens. Et là, on me demande effectivement, on avait convenu de faire jouer l'hymne national et donc la Marseillaise. Et à ce moment-là, ce que j'ai vécu là, je ne l'ai jamais revécu ailleurs, c'est-à-dire que je suis quasiment en pilote automatique pour faire jouer et faire chanter la Marseillaise, mais c'est comme si tout le public, en fait, hurlait sa joie de vivre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est-à-dire on est vivant et on veut le faire savoir et on lâchera rien. Et ça, c'était très, très difficile parce qu'il y a toutes ces émotions. On pense à tous les gens qui sont décédés à ce moment-là. Et nous, après, il faut quand même qu'on puisse jouer tout le reste du concert. Donc, c'était hyper difficile et en même temps une super leçon de vie et de professionnalisme pour se dire, OK, on a vécu ce qu'on a vécu. Là, on vient de faire une Marseillaise et moi, je te laisse imaginer l'état émotionnel dans lequel je suis. En fait, tout le monde est en train de pleurer, très concrètement. Et il faut quand même être dans le concert parce que le rôle du chef d'orchestre aussi, parfois, c'est de ne pas être submergé par ses émotions, ce que je n'ai pas pu faire pendant la Marseillaise, très concrètement. Mais parce que tout le monde se retourne vers toi en tant que leader en disant c'est à toi qu'on s'en remet, guide-nous pour le reste. Donc là, c'était le moment d'émotion le plus fort que j'ai vécu dans ma vie d'artiste. Et tu vois, ça ne s'est pas passé avec un orchestre professionnel. Oui. C'est aussi pour ça que je suis... je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu vois, chaque projet a le droit d'exister. On crée de l'émotion à n'importe quel niveau. On peut être parfois... très émotionné par un petit qui joue avec, tu vois, toute la sensibilité qu'il a. Il est peut-être pas encore accompli sur le plan technique, mais en tout cas, on le voit bien qu'il n'y a pas d'âge. Si tu veux, la maturité musicale, la maturité artistique, parfois, elle arrive très tôt, en fait. Et donc là, ce concert, c'est novembre 2015, c'est... Pour moi, en parler, il faut toujours que j'en parle, tu vois, lentement et de façon très modérée, parce que je ressens toujours le moment, la gorge serrée, les larmes qui vont monter aux yeux. Donc voilà, pour moi, c'est un des moments les plus forts que j'ai vécu. D'accord, merci de nous l'avoir partagé.
Si tu devais t'adresser donc aux enfants, aux petites filles, aux petits garçons qui vivent à la campagne et qui ont des rêves, des ambitions, des projets, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? De jamais cesser de rêver, justement. Le rêve, en fait, ça a un pouvoir incroyable. Ça permet justement de transcender toutes les problématiques qu'on a évoquées. Ça permet d'être OK avec l'énergie qu'on va déployer à passer du temps dans le train, dans les transports. En fait, on sait pourquoi on le fait. Donc, c'est pour ça, le pouvoir du rêve, il ne faut jamais cesser de rêver. Quand on se sent, en fait... moi, c'est aussi une des raisons pour laquelle je me sens aussi heureuse, c'est que je me sens extrêmement bien alignée avec mes choix de vie et perso, et mes choix de vie aussi professionnels. Quand on est malheureux en fait, de son orientation ou de sa situation professionnelle, de continuer à rêver. Et je le vois surtout aussi pour les femmes du territoire, c'est-à-dire... moi, j'ai la chance, comme je te le disais, d'être dans une famille aimante où on met en place pour se dire, OK, il y a tel rêve, alors quel objectif ou quel parcours, quelle machine on met en route pour s'accomplir. En fait, c'est ça, c'est-à-dire s'entourer de personnalités et de gens qui vont aussi aller dans ce sens-là. Le fait de vivre en ruralité, on peut vivre ça aussi comme... de façon très positive en disant voilà j'ai fait des choix de vie et je veux rien que ça enlève à la part de rêve, tu vois, un petit peu l'idée justement de pouvoir s'accomplir. Et moi c'est vraiment l'idée que j'ai là-dessus, c'est je reste en prise avec le territoire. Des fois ça demande un grand écart psychique de se dire j'ai travaillé avec tel orchestre, j'ai fait tel voyage et je reviens ici, mais je suis convaincue je suis convaincue du bienfait de ça. Le rêve. Le rêve. On termine avec ce mot-là ? Ouais. Eh ben, en tout cas, moi, si je dois finir sur quelque chose, merci de m'avoir fait rêver pendant presque... Alors là, on a 2 heures. 2 heures. Voilà, on a 2 heures. Je vais découper ça en 12 000 épisodes. Non, mais... non, mais vraiment, merci de m'avoir fait rêver. Ça me donne vraiment envie d'en savoir plus sur ce que tu fais, sur l'opéra. J'espère que cette conversation, effectivement, elle donnera un autre visage de la ruralité et elle donnera envie aux enfants du territoire de s'envoler. Merci Chloé. Merci Sandrine. Merci pour ce partage. Je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, on partage l'épisode à son entourage. Ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé puis pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Et si vous aussi, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas qui pourraient partager leur histoire, n'hésitez pas à me contacter sur lesnouvellesfillesdelacampangne@gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les Nouvelles Filles de la Campagne, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci.